Je dis simplement qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Il n'y a pas d'argent d'un côté pour donner au peuple et d'un seul coup on en trouve plein pour restaurer Notre-Dame de Paris. Je ne dis pas que c'est pas bien. J'aimerais bien qu'on en mette autant pour le peuple français et ce n'est pas le cas. Je veux aussi avoir un mot d'espérance pour nous tous et toutes. Cette espérance, c'est la fierté que nous devons avoir. Fierté de tous ceux qui se sont battus pour que le pire n'advienne pas. Nous rebâtirons Notre-Dame. Parce que c'est ce que les Français attendent. Parce que c'est ce que notre histoire mérite. Parce que c'est notre destin profond. Je vous remercie. Le César du meilleur acteur est attribué à... Je trouve que c'est un acteur de théâtre assez intéressant et qu'il a dû avoir une prof qui lui a donné quelques cours pour arriver à dire ce qu'il a dit. Et en plus, sans rien connaître. Parce que quand on entend quelqu'un qui vous dit qu'on va reconstruire en 5 ans, mais ça veut bien dire que ce monsieur n'a jamais tenu une truelle. C'est pas ce que c'est qu'être un architecte. On va revenir sur ce point. En quoi son métier de banquier d'affaires peut aider Macron à être efficace en politique? On y apprend l'art de la négociation. On apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, à communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. La belle déclaration théâtrale d'hier, je remercie son épouse de lui avoir appris comment mentir. Nous vivons dans un monde actuellement où nos enfants, justement, ne peuvent pas s'épanouir. C'est impossible de vivre dans ce monde. Je pense qu'ils en ont conscience et je pense aussi qu'ils sont peut-être dépassés par cette violence. Donc il est temps de dire, quoi qu'il arrive, non à cette violence, non à la violence verbale, non à la violence physique, non à ce monde dont on ne veut pas. Le boxeur, la vidéo qu'il fait avant de se rendre, il a été briefé par un avocat d'extrême gauche. Ça se voit. Le type, il n'a pas les mots d'un gitan. Il n'a pas les mots d'un boxeur gitan. J'ai vu tellement de flashballs partir, mais tellement de flashballs partir et de grenades. Et il balançait ça, mais comme des barjots, quoi. Ils sont en train de gazer les enfants qui sont dans les manèges. Ils sont en train de gazer les enfants qui sont dans les manèges, s'il vous plaît, quoi. On ne peut pas préparer ce monde à nos enfants. Donc je pense qu'il faut que ce dialogue persiste. Il y a beaucoup de choses à faire, mais on ne pourra pas le faire dans ce climat. C'est ce que je pense. Vous parlez avec votre mari? Je parle de tout avec mon mari. Il est extrêmement ouvert. Merci beaucoup. Au dialogue. Il n'y a pas d'image de violence policière. Il y a une scène où un policier, dans l'action, à un moment d'une charge, a effectivement poussé quelqu'un. Pour moi, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Le coup n'est pas donné intentionnellement, directement au visage. Ceci n'est pas un pipe. This is not a pipe. L'affaire où des personnes qui portaient un pull où était écrit « Oui, Auric » ont fait l'objet d'une contravention. L'infraction suppose la démonstration que l'individu, par son comportement ou sa tenue, est un manifestant. Et elle précise que, par exemple, l'exhibition de messages ou slogans en lien avec la manifestation et la possession d'objets caractéristiques de manifestants peuvent être de nature à caractériser la personne qui pourra faire l'objet d'une telle contravention. Il est interdit de manger de la choucroute ici. Ah. Et qu'est-ce que vous allez me faire? Me coffrer pour manger du choucroute prohibé? On va revenir sur ce point, la reconstruction de Notre-Dame en 5 ans. Mais est-ce que vous ne croyez pas quand même qu'après cette tragédie, c'est le moment un peu effectivement d'être dans une communion? On a beaucoup parlé d'union sacrée, d'unité nationale. Oui, ça tombe bien. Mais par contre, ce que je constate, c'est que j'entends des discours depuis 3 mois, 4 mois, 5 mois, comme quoi il n'y a pas d'argent.
comme quoi on ne peut rien faire pour tout ce que les Gilets jaunes, pour tout ce que le peuple français réclame dans la rue depuis 5 mois. Puis d'un seul coup, il y a 1 milliard qui tombe et on vous donne 200 millions par-ci et 200 millions par-là. Et en plus, dans le même temps, ce brave monsieur, ce brave président va nous annoncer qu'il lutte contre les niches fiscales, qu'il lutte contre... Et puis, j'entends dire qu'on va faire des réductions d'impôts de 90%. Pour restaurer Notre-Dame, il faudra bien sûr de l'argent, beaucoup d'argent. Les Français l'ont compris. Les riches, les célèbres, les anonymes et les très modestes se sont mobilisés. En 3 jours, ils ont déjà donné 1 milliard d'euros. Fabien Chanot nous donne quelques conseils pour donner à bon escient tout en évitant quelques pièges. Faire un don tout en faisant ses courses. Depuis hier, cette enseigne de supermarché le propose à tous ses clients. C'est marqué 7,16 € et je vais payer 8 €. Et les 84 centimes, j'espère, vont aller à la reconstruction de Notre-Dame. Moi, je suis chrétienne, ça me touche, mais ça me touche ce qui a été fait, le feu à la cathédrale. Mais le peuple français, là, il y a eu des millions comme ça pour des pierres. Et combien de gens qui sont à la rue, on n'a pas d'argent pour ces gens-là. Et par contre, tous les riches, ils donnent des sous, ils font des dons pour des pierres. C'est vrai que ça fait mal, parce que c'est notre histoire française. Mais les SDF, Arrêtons d'opposer les causes. Mais vous comprenez quand même que ça puisse toucher, notamment les associations caritatives. Mais encore une fois, moi je suis le premier à donner pour les associations des plus démunis diminuent dans ce contexte. Ça fait 2 sentiments d'un peu de poids de mesure. Mais je suis d'accord avec vous, je mesure évidemment. J'aimerais qu'on donne 2 milliards pour qu'il n'y ait plus personne qui dorme dans la rue, évidemment. Mais en même temps... c'est une contribution volontaire. Vous pouvez pas vous choquer du fait que les gens sentent que Notre-Dame de Paris est quelque chose qui est l'âme de la France. Les malus d'argent qu'on distribue aujourd'hui, alors qu'il y a des gens qui fouillent, des personnes âgées retraitées, qui fouillent dans les poubelles pour se nourrir, des femmes seules avec leurs enfants qui galèrent, des gens sans boulot et qui n'ont plus de droits et qui galèrent, c'est inadmissible. Donc de l'argent en France, il y en a. Si M. Macron voulait faire un appel pour le peuple, il pouvait le faire. Mais peut-être on a envie aussi, parce qu'on n'arrête pas de payer aussi pour des choses qui ne s'améliorent pas. Et ça fait des années que je participe à l'action pour les Restos du Cœur et j'ai l'impression que ça ne s'arrange pas. Il y a toujours des gens qui dorment et qui meurent de faim dans notre pays. Et ça, je trouve ça insupportable, évidemment. Alors que là, on a peut-être le sentiment quelque chose de plus grave encore, c'est-à-dire qui touche l'âme de la France. Blanche Gardin, pour ceux qui regardaient Canal et la série Working Girls, elle était dedans aussi. Blanche Gardin, super drôle. Humoriste et qui là aujourd'hui se paye le président de la République. Oui, elle refuse d'être nommée à l'ordre des arts et des lettres comme le proposait le ministre de la Culture Franck Riester et elle explique son geste dans une lettre adressée à Emmanuel Macron et qu'elle a publiée sur son compte Facebook. Elle explique en fait ne pas vouloir être honorée par un gouvernement qui ne tient pas ses promesses vis-à-vis des SDF. Elle rappelle que Emmanuel Macron avait dit je ne veux plus d'ici la fin de l'année voir des hommes et des femmes dans la rue, dans les bois ou perdus. C'est vrai que cette promesse n'a pas été tenue. Moi, si un jour je suis élu président de la République, savez-vous quelle est la première mesure que je prendrai? Je raserai le château de Versailles. Eh ben, vous n'êtes pas prêt d'être élu, je peux vous le garantir. Ce serait ma mesure numéro... Vous pouvez être tranquille, vous resterez journaliste. Ce serait ma mesure numéro 1, pour que nous n'allions pas là-bas en pèlerinage cultiver la grandeur de la France. Bien sûr, c'est un événement très triste qui soude la nation, qui dépasse les clivages politiques, qui sublime les appartenances religieuses. Pourquoi? Parce que Notre-Dame de Paris, c'est la marque de l'histoire, de la culture de notre pays, c'est l'expression de la beauté, du génie, de la créativité du peuple français. Attitude médiocre. Performance médiocre. Faut savoir une chose, c'est que nous les forgerons travaillent avec le feu tous les jours. Donc quand on vous dit que c'est pas possible de faire prendre du chêne de 800 ans, de 400 de diamètre, en un quart d'heure, une forêt entière, je vous le dis que c'est pas possible, c'est que c'est pas possible. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr ou d'être pompier, chef de pompier pour vous dire ça. Voilà, il y a la fumée jaune qui s'en est dégagée, il y a un combustible derrière tout ça. C'est foutu à l'essence. Moi, je vous prouvais ça. Ça, c'est un morceau de chêne. Expliquez-moi pourquoi le seul fait que je pose une question, que se sont posés des millions de Français devant cet incendie, suscite une telle polémique. Expliquez-moi. Je ne comprends pas. Parce que des hypothèses ont été données, parce qu'il y a eu Parce qu'il n'y a pas d'enquête encore. Bah, oui. Et alors, en quoi des hypothèses sont données? Personne n'en sait rien. C'est une hypothèse là encore, mais plusieurs experts pensent notamment que ce feu aurait pu partir d'un échafaudage qui était en cours d'installation, ou alors pu être provoqué par un court-circuit ou une soudure qui aurait laissé échapper une braise incandescente
indécelable au début, mais qui aurait ensuite provoqué un départ de feu. Alors, vous voyez qu'on est en face de 2 déclarations contradictoires. Monsieur Mouton citait des déclarations de l'architecte en chef actuel, qui lui a indiqué que le feu n'est pas parti d'un endroit où il y avait des travaux. Vous savez, du chêne qui a 800 ans, c'est très dur. Essayer d'en faire brûler, enfin moi j'ai jamais essayé. Mais du vieux chêne, c'est pas évident du tout. Il faut mettre beaucoup de petits bois pour y arriver. Là, je sais pas s'il y en avait. Non, j'arrête de plaisanter. Je crois que non, moi ça me stupéfie beaucoup. Et en plus de ça, avant que le bois y prenne, mon poteau, il faut de l'essence. C'est pas possible, hein. C'est pas pour rien qu'on met du petit bois pour faire un feu de cheminée, hein. Voilà. Là, ça fait combien de temps que je suis dessus? Et si je m'arrête? Regardez. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Hein? Il est où le feu? Il est où le feu? Il est où le feu? Hein? Voilà. D'accord? D'accord? Et je vous garantis qu'il n'est pas brûlé là. C'est juste la surface. Hein. Vous m'avez demandé si certains avaient rompu l'Union nationale. Eh ben, écoutez, oui, Dupont-Aignan qui a tout de suite dit on nous cache tout, on nous dit rien. Écoutez, vraiment 2 claques. 2 claques. Il ne sait rien, il parle quand même. Mais vous non plus, vous ne savez rien, personne. Non, mais justement, le procureur, c'est quelque chose. Moi, j'ai confiance dans la justice de mon pays. On a beaucoup dit que dans des chantiers, il y avait eu des accidents, des incendies. Et donc, c'est l'hypothèse qui est privilégiée aujourd'hui par les policiers. Ils ont bien tort de privilégier une hypothèse. Donc pour moi, il n'y a aucune hypothèse à privilégier, aucune. Il y a une enquête, et j'ai lu avec attention le jour même, le lendemain matin, l'interview de l'architecte des bâtiments de France, qui disait, il y a toutes les hypothèses, enfin, il n'y a rien d'extraordinaire. Je suis même surpris qu'on passe beaucoup de temps là-dessus, car c'est la question que se posent tous les Français après ce drame. Bravo, monsieur le Président, bravo, tenez le coup, monsieur. Ne vous inquiétez pas. On s'inquiète pas. Il n'y a pas assez de mousse. Ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas vu, monsieur le Président. Oui, c'est trop à mon goût. Dans la bourgeoisie, vous avez les dominants, il y a les décideurs, les cadres, ceux qui vraiment impriment le mouvement, les grands patrons, les capitalistes, les fondés de pouvoir du capitalisme, ceux qui se succèdent dans les gouvernements depuis X temps. Et puis vous avez cette petite masse un peu silencieuse, qu'on appelait la petite bourgeoisie d'ailleurs à une époque, qui va être un soutien indéfectible pour tout ça, pour les gens du dessus, et qui se retrouve dans une position tout à fait inconfortable et qui, pour moi, susciterait chez moi plus parfois de la pitié, à savoir qu'ils sont... ils veulent absolument se distinguer du populaire. Bonjour, et courage, hein. Courage. Et on est le peuple aussi. Hein. Bravo. Bravo, monsieur Macron. Bravo. Courage, président. Le bourgeois a peur de la plèbe pour une raison très très simple. Hein. C'est que d'abord, il sent bien que la société sur laquelle il est assis est inique. Et que donc cette iniquité, cette injustice peut produire régulièrement des mouvements insurrectionnels. Il le sait. Par ailleurs, le bourgeois est le premier à constater, et je crois que ça le fait vraiment intimement paniquer, qu'il n'a pas le nombre avec lui. Il est même, à mon avis, le premier à s'étonner du fait qu'il règne avec un parfait magistère comme ça, relativement non partagé, alors qu'il est ultra minoritaire. Autre manifestation à Paris aujourd'hui, celle des foulards rouges. Une cinquantaine d'entre eux se sont réunis place de la Bastille. Une marche était prévue, mais faute de rassembler un nombre suffisant de manifestants, elle a été annulée. Un échec pour ce mouvement qui se veut en opposition à celui des Gilets jaunes. Qu'est-ce qui se passe? Les villageois, monseigneur, ils vous acclament. Ils m'acclament? Oui. J'aurais dû leur en prendre le prix. Venise qui seront interdits de 6h à 22h. Même chose en Haute-Garonne, à Toulouse. Là aussi, on le sait, c'est un des bastions de la contestation. L'individu issu de la classe populaire est toujours quelqu'un de potentiellement menaçant pour la bourgeoisie. Les foulards rouges, c'est ça? C'est le mouvement de la bourgeoisie en mode gilet jaune? Ah ben ceux-là, ils nous ont un peu fait rire quand même. Je veux dire, moi, Ah oui, ils m'ont fait rire, ouais. Non, parce que alors ça, comme démonstration de médiocrité, de mesquinerie, de conformisme imbu de lui-même, ça, c'est vraiment le pire de la bourgeoisie, là. Je viens
pour pour demander que les Gilets jaunes mettent fin à leur violence. Mais perso, j'ai des fins de mois difficiles, mais c'est pas une raison de s'attaquer aux forces de l'ordre, c'est pas une raison de s'attaquer à M. Macron. Il a été élu et il faut respecter. Voilà. Ils veulent absolument se distinguer du populaire. Et en même temps, ils ne seront jamais assez bourgeois pour pouvoir aspirer à je dirais, une aisance bourgeoise. Ils sont dans cet entre-deux qui a longtemps incarné sur les sites usines le petit chef qui était probablement humilié et regardé avec beaucoup de condescendance par le vrai chef, et qui était détesté par les ouvriers et les travailleurs du peuple. On ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais si on peut très bien. Moi, à mon usine, je lui mente toute la journée au peuple. Mais il aime qu'on lui mente, le peuple. Emmanuel Macron, qui serait, selon un article du Parisien, proche du burn-out, rincé, isolé. Le président, Olivier Mazerolle, qui traverserait une mauvaise passe. Écoutez, nos deux consoeurs du Parisien sont très documentés. Ils ont publié récemment un livre sur Brigitte Macron, qui était effectivement très précis. Donc je ne sais pas si le conseiller dont elle rapporte les paroles disant que le président est proche du burn-out dit vrai. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il est fatigué. Un président, dites-vous, maquillé. Qu'est-ce que ça veut dire, un président maquillé ? C'était un peu pour jouer sur les deux sens du terme maquillé. C'est-à-dire qu'on a su que pendant la campagne électorale, il avait eu genre 40 000 € de frais de maquillage. On se disait, tiens, un jeune homme de même pas 40 ans, c'est bizarre qu'il ait besoin de tant de maquillage. Pourquoi ? Et puis maquillé, parce que, si vous voulez, il s'est fait élire sur des tas de promesses. En marche, on va aller de l'avant, une société moderne. Et en réalité, c'est une récession sociale, une révolution conservatrice, comme la France n'en a pas vécu depuis plusieurs dizaines d'années. Vous savez qu'il envoie des SMS tout au long de la nuit, et qu'il harcèle en permanence les uns et les autres, qu'il contrôle tout. Et certains de ses ministres s'en vont effectivement raconter, jeter comme ça des idées en l'air pour voir un peu ce que ça va donner. Fatigué. Donc du coup, ça donne une impression d'incertitude. Et souvenez-vous une chose, il n'est pas dupe de lui-même, peut-être Emmanuel Macron, c'est qu'entre les deux tours de la présidentielle, il avait confié, finalement, je finirai peut-être comme Hollande, peut-être même que je terminerai pas le quinquennat. Un message ce soir à tous ceux qui ont manifesté violemment dans les rues de Paris, dans Paris blessé, dans Paris martyrisé en quelque sorte. Est-ce qu'il n'y aura pas une façon de leur dire arrêtons de martyriser cette ville. On pense beaucoup à l'Arc de Triomphe. Oui, voilà. On pense à l'Arc de Triomphe et on se dit ce deuxième monument touché. Il y a quelques semaines de ça, un autre très grand monument connu dans le monde entier, une des incarnations de Paris et de la France, qui a été, comme vous dites, Ruth, martyrisé, brutalisé par des manifestants.